Bonjour. 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 Alors, c'est Solidaire d'abord, sur Fréquence 7, pas pareil, différente, enfin tout ça, quoi. Et cette émission se veut aussi pas pareil et différente. Alors aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler des agriculteurs, particulièrement de la Confédération paysanne, et donc les agriculteurs ont été reçus aujourd'hui à Matignon. Bah oui. Hein ? Oui, Alors, oui. ça s'est vachement bien passé. C'est vachement bien quand même. Je sais pas si c'est bien, mais ça s'est passé en tout cas. Ouais. Voilà, ça s'est passé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des propositions, des choses intéressantes ou pas ? Pour la FF, alors qu'il a reçu tous les syndicats, donc nous, la Confédération paysanne, donc c'est notre porte-parole nationale qui est allée, Laurence Marandola, qui était hier au BH, où elle participait à un film dans le cadre du Festival du cinéma paysan. Et donc elle a fait le BH et Matignon, donc changement. Ah oui. Et apparemment, de ce qu'on a eu comme écho, il n'en est pas ressorti grand-chose, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est le flou, quoi. Bayrou, c'est le flou. Disons que il campe sur ses positions. En tout cas, les revendications de la conf, ça n'a pas l'air d'être trop. Il n'a pas trop entendu ce qu'on voulait lui demander, quoi. Disons qu'il est un peu obligé d'inviter tout le monde, parce que c'est les élections syndicales professionnelles en ce moment, et qu'il y a une mobilisation des agriculteurs, mais effectivement, derrière, c'est surtout de la communication. Ouais. Alors, j'ai oublié de dire bonne année. On vous souhaite une bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Ouais. Mais oui, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en période électorale, puisqu'il y a les élections de la Chambre d'agriculture qui se passent pendant tout le courant de fin janvier, là, c'est ça, en fait ? Oui, sur la deuxième quinzaine de janvier. Ouais. Et donc, c'est les élections syndicales professionnelles dans le milieu agricole qui ont lieu tous les 6 ans. Ouais. Et elles ont un impact assez fort dans le milieu agricole, puisqu'elles vont décider du syndicat qui prendra la présidence de la Chambre d'agriculture. Oui. Alors justement, au niveau du fonctionnement de cette élection, qu'est-ce qui se passe exactement ? Il faut être majoritaire. Comment ça se passe exactement, les votes et tout ça ? La Chambre d'agriculture en Ardèche, c'est 33 membres. Oui. Qui vont être répartis sur différents collèges. Donc il y a une partie, ça va être les collèges salariés. Et puis le plus gros collège, c'est le collège exploitant agricole. Donc ne peuvent voter que les exploitants agricoles exploitants. Les cotisants solidaires ne peuvent pas voter. Donc là, c'est 18 sièges à pourvoir. Et là, la liste qui arrive en tête prend les 9 premiers sièges. Et les 9 autres sièges sont répartis selon les pourcentages. Ce qui fait qu'actuellement, la Confédération paysanne, aux dernières élections, elle avait fait 37% des voix, mais elle n'a que 3 élus. Ah oui, c'était conséquent, 37%. Ouais. Et c'est conséquent, et en plus de ça, en fait, si on regarde bien, comme il y a à peu près 3500, 3700 votants en Ardèche, il n'y avait que la moitié qui s'était exprimée. Donc en fait, entre la liste FEDEGIA et la liste Conf, il n'y avait que 200 voix d'écart. Ah oui, d'accord. Donc ça peut changer. Alors justement, il y a des questions. On va parler des différents syndicats, évidemment. On va parler de la FNSEA. Et alors, je comprends pas très bien. La FNSEA, c'est aussi les jeunes agriculteurs. Pourquoi ? Parce que souvent, on a FNSEA et JA. Alors, c'est 2 syndicats différents. Donc, jeunes agriculteurs plutôt réservés aux agriculteurs de moins de 40 ans. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que le sas d'entrée avant la FNSEA. Oui. Et en fait, dans les milieux très ruraux, c'est surtout un moyen de sociabilisation. Et en fait, nous, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font partie des JA, jeunes agriculteurs, et qui pour autant ne se sentent pas représentés par la FNSEA. Ah,
D'accord. Donc en fait, parce que ça brouille un peu les cartes quand même. On se dit jeune JA, donc jeune agriculteur, et la porte de sortie, c'est quasiment que la FNSEA. C'est pas les autres syndicats, non? Non, on a si. on a des GA qui viennent à la conf, ça arrive. Ah, d'accord. Mais c'est assez rare en général. En général, oui, comme a dit Nathan, hein, la suite logique, une fois qu'on a été GA, c'est passé c'est 40 ans maintenant. Ouais. Passé 40 ans, on adhère à la Fédé, quoi. Ouais. Mais ça brouille un peu les cartes, non? Parce qu'on a l'impression que ça induit qu'on est jeune agriculteur, puis après, forcément, on est FNSEA, non? Ouais, c'est un peu ce qui se fait logiquement, mais bon, il y a quand même eu des... En fait, les syndicats Confédération Paysanne et Coordination Rurale sont tous les deux, donc la Confédération Paysanne, c'était à l'époque les travailleurs paysans, sont tous les deux des dissidents de la FNSEA. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des gens qui étaient à la Fédé, et qui ont quitté la Fédé parce qu'ils n'étaient pas d'accord et ont créé leur propre syndicat. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord, alors? En tout cas, au niveau des travailleurs paysans, c'était véritablement de voir l'agrandissement des exploitations. C'est-à-dire qu'en fait, le mot travailleur paysan vient de l'idée du travail de l'ouvrier paysan contre la FNSEA qui avait une vision beaucoup plus d'entreprise, de chef d'entreprise. Ça, c'était plutôt dans les années 60-70, hein, avec à l'époque de Bernard Lambert, le fondateur des travailleurs paysans. Et puis la coordination rurale, elle est née à partir de 92, à la suite de la réforme de la PAC de 92. Donc au départ, c'était pas vraiment un syndicat, il y avait des gens d'un peu partout qui allaient, puis c'est devenu un syndicat qui a après une vision qui est maintenant très très différente de celle de la Confédération paysanne. Oui, donc voilà, parce que vous avez évidemment des postures complètement différentes, sinon il n'y aurait pas plusieurs syndicats. Il y a forcément une raison qui fait que vous n'êtes pas dans le même. Et donc, à la Chambre d'agriculture, en fait, il va y avoir ces élections. Et ce qui est très très important, là, ça va définir, entre autres, à la fois des fonds, des projets, une planification, tout un ensemble de choses quand même, hein, qui vont se passer pour les 6 ans à venir, sur la façon dont on part sur l'agriculture au niveau de notre département, par exemple. En fait, oui, la Chambre d'agriculture, elle a un rôle qui est vraiment central. C'est-à-dire qu'en fait, elle est l'interlocuteur en fait, de l'État. Ouais. Et donc, tout ce qui va être agricole, par exemple, sur l'examen d'un PLU, ou d'un PLUI, la Chambre d'agriculture va avoir son mot à dire. C'est la Chambre d'agriculture qu'on consulte. Donc la politique de la Chambre d'agriculture est très très importante. Et ça va aussi donc, sur le foncier. Ça va aller sur évidemment l'installation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Chambre d'agriculture qui va quand même donner les orientations. Donc oui, la politique agricole, les chambres d'agriculture, en fait, les chambres d'agriculture, ce sont des chambres consulaires qui ont vocation à faire du service public. Et il y a quand même, je crois que c'est 67 salariés à Privas. Donc c'est pas rien, c'est un gros travail. Et en effet, un changement d'orientation politique de la Chambre d'agriculture pourrait avoir évidemment un impact important sur l'orientation de l'agriculture en Ardèche. Ouais. Donc je disais, c'est là qu'il va y avoir des fonds qui vont être débloqués pour soutenir les exploitants agricoles. Hein, accompagner les agriculteurs dans leur démarche. Alors là, c'est les projets. Quel projet agricole il peut y avoir? Est-ce qu'on a de nouvelles installations ou est-ce qu'on réduit les installations, hein? Il y a un petit peu ces questions-là. Représenter et défendre les intérêts des agriculteurs. Donc, développement du territoire aussi, qui est plus ou moins là-dedans. Et puis, promouvoir les innovations. Donc, la planification qu'on peut avoir, qu'on peut penser sur quelle agriculture demain, quoi. C'est un peu tout ça, hein, qui est en jeu. C'est clair que c'est un enjeu. Et puis même dans l'installation, c'est-à-dire que donc, en France aujourd'hui, en France métropolitaine, il y a 94 chambres, il y en a 91 qui sont à la FEDEGIA. Il n'y en a que 3 qui sont à la coordination rurale et la Conf et la Comayotte. Actuellement. Et elle en a eu d'autres. Elle a eu la Loire-Atlantique, elle a eu l'île de la Réunion, elle a eu la Guyane aussi, mais en ce moment, il y a Comayotte. Mais oui, même si la FEDEGIA veulent toujours installer, ils ne sont pas contre, hein, ils parlent toujours de renouvellement des générations, mais c'est quelles installations? Quelles installations on soutient?
qu'on met comme appui technique, etc. Et ça, c'est un enjeu. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'orientation qui a été prise au niveau agricole, elle est liée de la cogestion qui a été faite depuis très longtemps entre la FNSEA et les différents ministères. La FNSEA, c'est carrément une puissance d'orientation agricole qui est très très forte. Et si on en est aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, la responsabilité, elle incombe essentiellement à la FNSEA. Oui, parce que donc cette chambre d'agriculture, elle va accompagner tout ce qui est expertise, elle va accompagner tout ce qui est formation aussi, hein, c'est-à-dire que bon, c'est les projets, quoi, c'est vraiment vers quoi on part, les orientations, etc. Et puis contribuer au développement durable, on me dit. Hein, alors ça voudrait dire les besoins du présent sans entacher le futur. Hein, c'est ça le développement durable. Préserver les ressources naturelles. Là, il se pose des questions. Par exemple, les méga-bassines. Je sais pas. Hein, moi, j'ai peut-être des mauvais réflexes, mais enfin, préserver les ressources naturelles. Après, c'est même sans parler sans aller si loin que les méga-bassines, c'est aussi l'utilisation de l'eau. Pourquoi en faire? Et à quoi ça répond? L'exemple qu'on a ici en Ardèche par rapport à l'irrigation, c'est la vigne. On est en surproduction de vigne, en surproduction de raisins, on a trop de vin, on fait trop de vin. Alors bon, les raisons sont multiples, mais donc on se retrouve dans une situation où le prix de l'hecto baisse pour les producteurs, et la réponse qui est donnée, c'est d'irriguer les vignes. Donc c'est pas du tout de réguler, de répartir au mieux la production, de voir à accompagner des producteurs à changer de production pour se diversifier. Non, c'est de continuer à augmenter les volumes. Et ça, c'est soutenu par l'actuelle Chambre d'agriculture. Alors qu'en fait, l'idée, c'est pas... on règle pas le problème d'une surproduction en produisant encore plus. C'est-à-dire qu'on va forcément mettre des gens sur le carreau. Et il faut quand même pas oublier que la FNSEA, sur une autre production qui est en surproduction, qui est le lait, la réaction d'Arnaud Rousseau, ça avait été de dire on va accompagner les paysans qui veulent arrêter. Donc en fait, il n'y a pas du tout la volonté de répartir et de maintenir sur l'ensemble du territoire un maximum de production. On est dans la compétitivité. C'est-à-dire qu'en fait, seuls les producteurs qui arrivent à répondre aux enjeux économiques pourront survivre. Et en fait, on continue ce plan social qui a démarré au début des années 60 et qui nous a vu passer de plusieurs millions de producteurs à aujourd'hui à peine 400 000. Mais surtout que, par rapport à l'Ardèche, vu ce que tu dis sur le vin, par exemple, il me semble qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être en arrière, il y avait beaucoup plus de production fruitière très, très diversifiée, avec plein de gens qui arrivaient à s'inscrire là-dedans quand même. Et maintenant, on a coupé tous les arbres fruitiers, on a foutu de la vigne à la place. Oui, parce que c'est terrible ça. Non ? Oui, c'est terrible, mais après c'est parce que c'est des politiques qui sont choisies au niveau local, en Ardèche, et oui, c'est des choix qu'on a fait. Après, je connais pas en détail, mais on a des primes à l'arrachage, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, c'est des choix qui sont faits. Ouais, et donc ça va pas dans le sens de nourrir le territoire quelque part. C'est puisqu'on fait du vin, on fait du vin. En fait, la FNSEA, elle a participé en fait à cette agriculture compétitive qui fait que pour des raisons économiques, on produit telle ou telle chose à tel ou tel endroit. Mais c'est pas du tout lié à des visions de préservation des territoires, ou pas du tout lié à des préservations d'emplois, et encore moins à des préservations de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une production qui n'a qu'un seul objectif, c'est économique. Et en fait, sur des territoires entiers, on va se retrouver à faire, par exemple, mais même au niveau mondial. Hein. Et donc, d'où, là, on peut partir après sur les fameux accords de libre-échange, où en fait, on va produire à certains endroits des protéines, à d'autres endroits, on va produire telle ou telle chose. Ouais. Mais c'est toujours lié. C'est pas du tout dans le sens d'une agriculture qui soit autonome et en plus qui soit proche des territoires. Alors là, moi, j'étais en train de lire plus ou moins de lister ce qu'on nous dit que la Chambre d'agriculture doit être garante entre autres, elle doit être garante aussi de la réduction des produits phytosanitaires. Est-ce que c'est le cas ? Parce que c'est vrai que là, tout ce qu'on vient de discuter, hein, c'est des choses que normalement, c'est à ça que ça sert la Chambre d'agriculture. Alors, est-ce que ça participe à réduire les produits phytosanitaires ?
Est-ce que c'est ça l'orientation actuelle ? Bah, Parce que c'est écrit, si tu veux. Oui, non, mais sur le papier, moi je pense que les salariés de la Chambre d'agriculture ont conscience de ça, et même ceux qui, je pense que même les syndiqués dans d'autres syndicats que le nôtre ont conscience de ça. Le seul problème, c'est qu'on est encore là aussi confronté à une histoire économique. C'est-à-dire que supprimer les pesticides, ça peut se faire que si on garantit un revenu aux agriculteurs. On ne peut pas demander à des agriculteurs de vendre leurs produits au plus bas prix et leur empêcher d'utiliser les produits qui produisent au plus bas prix. C'est complètement impossible. Donc en fait, là, on rentre dans un autre débat qui dépasse la simple agriculture. On rentre dans un débat qui est beaucoup plus alimentaire. C'est-à-dire quelle alimentation on veut pour demain et comment cette alimentation, on la rend accessible. C'est pour ça que nous, on n'est pas sur un projet corporatiste qui dit on veut que l'agriculture s'en sorte. On veut qu'il y ait un projet social général qui fait qu'en fait l'alimentation sorte des marchés et nous permettre de rendre l'alimentation accessible à tout le monde. Et là, on peut rentrer sur d'autres débats qui font que en fait, ça remet en cause tout un système capitaliste qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Je finis la liste de ce qui est donné théoriquement par la Chambre d'agriculture. C'est la lutte contre le changement climatique. Est-ce que, à l'heure actuelle, on a l'impression que la Chambre d'agriculture est dans cette lutte-là ? Il y a des objectifs qui sont donnés, il ne faut pas mentir, mais en fait, ça ne va toujours pas assez loin parce que ça reste toujours bloqué. C'est vrai qu'il y a des aides pour replanter des haies, pour décarboner. Ouais, ça, c'est bien. Oui, c'est bien sûr que c'est bien. Mais en fait, le problème c'est qu'encore une fois, on est dans une agriculture qui est de plus en plus énergivore également. Donc en fait, le seul moyen, c'est encore une fois de voir comment on peut travailler avec les sources locales, les ressources qu'on a localement, comment on peut faire pour que les marchés soient les plus relocalisés possibles et éviter en effet tout ce gaspillage qui se fait. Parce qu'en fait, ce principe d'avoir des marchés qui permettent d'acheter au plus bas prix, parce que c'est le principe même de l'agro-industrie, c'est d'acheter au plus bas prix et de revendre le plus cher possible. Eux, à partir du moment où ils font ça, ils coincent les agriculteurs dans un étau qui ne peuvent pas sortir de ça. Donc tu penses bien qu'un agriculteur qui travaille comme un fou, comme l'a dit Nathan, et qui gagne 300 € par mois, il n'en a rien à faire de préserver la nature. Alors Nathan, justement, qu'est-ce que tu fais toi qu'est-ce que tu produis comment tu te sens par rapport à cette élection, entre autres, mais à cette agriculture que tu défends? Donc je suis en maraîchage diversifié sur une petite surface. Je suis avec un associé, on est 2 et on est sur un petit peu plus de 2 hectares. Nous là-dessus, on a tranché assez vite, on a fait le choix de s'installer en agriculture biologique parce que pour nous, c'était ce qui répondait le plus à nos critères sur l'environnement. Ouais. C'est-à-dire, t'avais pas envie de produire des produits avec... il me semble que le président de la République s'était engagé contre le glyphosate il y a quelques années. Hein. Non oui, c'est engagé. Ouais. Est-ce qu'on en a encore souvenir? On l'a oublié. Ouais. Bon, c'est dur, non, d'être maraîcher, là? C'est dur d'être maraîcher, c'est dur d'en vivre, parce qu'on est confronté, comme disait Pierre-Yves, à une concurrence... un petit peu déloyale, une concurrence internationale, et du coup, on est sous le paradigme de produire le mieux possible pour la planète, et en même temps, toujours produire le moins cher possible. Et en fait, c'est complètement incompatible, et aujourd'hui, c'est compliqué, ouais. Donc, en agriculture biologique, on va effectivement exclure beaucoup de produits de la gamme du possible, et en même temps, c'est très bien, mais du coup, nous, sur le maraîchage, on va se retrouver avec des temps de travail énormes sur le désherbage. Et en fait, ça, aujourd'hui, on ne peut pas le valoriser en vente derrière, si ce n'est en vente directe, en fait. Puisque derrière, si je me présente dans un supermarché, je vais être en compétition avec de l'agriculture conventionnelle et ou d'autres pays. Là, tu abordes un petit peu le revenu aussi de l'agriculteur, c'est-à-dire qu'aller vendre en supermarché, tu es obligé Non, je ne suis pas obligé. Non, clairement, je ne suis pas obligé. Il y a plein de moyens de vendre. Il y a la vente directe, il y a la vente dans les magasins locaux. Donc nous, comme on est en bio, on le fait beaucoup sur des magasins bio. Il y a aussi la possibilité de faire de l'export, mais du coup, ça va à l'encontre de nos principes, où nous, on s'était dit qu'on s'installait sur un territoire, et c'est un petit peu le programme de la Confédération paysanne aussi, c'est de réinstaller une agriculture vivrière, en fait, où on peut vivre au niveau local, où on a un petit peu toutes les productions,
Alors forcément, oui, en France, on ne fera pas de bananes. Je parle de ce que je connais. Ouais. Et donc c'est évident qu'on ne fera pas tout. Mais l'idée quand même, c'est de rapprocher la nourriture de celui qui va la manger derrière. Alors il y a plusieurs choses que vous avez évoquées. C'est aussi les accords de libre-échange, parce qu'au bout du bout, là, dans ce que Nathan est en train de développer, on sent bien qu'il y a la concurrence, et cette concurrence qui est libre et non faussée, comme il nous explique, mais qui n'est pas du tout libre et non faussée. Elle est faussée de partout, puisque, entre autres, l'utilisation de certains produits, ils sont interdits en France, mais sont autorisés ailleurs. On échange en gros des légumes contre des voitures. Enfin bon, c'est complètement fou quand même tout ça. C'est l'hyper-libéralisation qui régit même notre agriculture. Ouais, tout ce qu'on peut rappeler en tout cas, c'est que en 1999, il y a eu un démontage de McDo à Millau qui était contre l'Organisation mondiale du commerce. Donc pour nous, la Confédération paysanne, lutter contre les accords de libre-échange, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Oui. C'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, qu'on s'est toujours battu. On nous a souvent traités d'antimondialistes, d'intermondialistes, de tous les noms par rapport à ça. Et que par contre, on n'est pas du tout pour quelque chose de protectionniste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on refuse les accords de libre-échange qu'on refuse les solidarités internationales. Il faut faire attention à ça. Oui. Nous, on n'est pas du tout opposés, au contraire, qu'il y ait des caisses internationales qui permettent que chaque pays puisse avoir à manger. Mais par contre, nous, on défend encore une fois très fortement le fait que l'alimentation soit sortie des accords de libre-échange, soit sortie de l'Organisation mondiale du commerce, parce que l'alimentation, c'est pas un commerce, c'est quelque chose de vital, on a besoin de manger. Donc l'alimentation, c'est un droit. Donc on doit garantir ce droit à tous les citoyens de la planète. Et c'est de ça qu'on doit partir, en fait. La base du combat, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'est pas des producteurs de pneus ou de téléphones portables. On produit quelque chose qui est obligatoire. On n'a pas le choix, on doit manger. Et en plus de ça, on le fait avec le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec le vivant. Donc on doit vraiment garantir ce droit à chacun d'entre nous et protéger notre outil de travail, la terre, pour que justement ce droit soit garanti. C'est quelque chose de très fort, et ça, moi, je tiens à le dire à tous les paysans et les paysannes d'Ardèche aujourd'hui, quand ils vont mettre leur butin dans l'urne ou dans le vote électronique la semaine prochaine, de bien avoir ça en tête. C'est que l'alimentation, c'est un droit, et c'est un droit qu'eux aussi ont, mais que c'est un droit que tous les citoyens ont. Mais on a l'impression quand même que certains agriculteurs, ils vont balancer certains produits dans leurs champs, mais ils ont des gamins aussi quand même, ces gens-là. Alors, mais moi, je n'incombe pas la responsabilité aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils utilisent des produits qui sont autorisés. C'est comme nous, quand on met de l'essence dans notre voiture, on sait très bien qu'on va émettre des gaz à effet de serre, mais on le met quand même. Ouais. Et on sait qu'on va mettre des gaz à effet de serre. Moi, les agriculteurs, je ne les accuse pas. Ils ne font pas quelque chose d'interdit. Si les marchés... Un agriculteur, je pense que le jour où il gagnera aussi bien sa vie à mettre du fumier qu'à mettre du 15-15-15 d'engrais bleu, il mettra du fumier. Donc garantissons-lui un revenu et après demandons-lui de changer ses pratiques. D'accord. Il faut faire les choses dans l'ordre. Bon. Mais moi, je ne suis pas pour diviser en disant il y a des bons agriculteurs d'un côté et les mauvais. Non, il y a un marché. Nous, on a eu la chance, et Nathan et moi, de pouvoir se glisser dans un marché où on peut se permettre de pas utiliser de produits. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit regarder les autres de haut en disant vous faites mal. Non, ce n'est pas vrai. Nous, on a eu la chance de pouvoir faire ce truc-là et j'espère qu'un jour, tout le monde pourra avoir la chance de le faire. D'accord. Alors, il reste comme sujet le revenu des agriculteurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur nous, quand on parle de revenus des agriculteurs, on tient en compte, on prend en compte trois grands critères. D'abord, le travail qui doit être rémunéré, les coûts de production et surtout, ce qu'on appelle la partie la plus délicate et qui a tendance à se faire oublier, c'est la partie sociale, la sociabilisation du revenu. Nous, donc, on est pour avoir des revenus qui payer des charges, et qu'en fait, le prix de nos produits couvre ces charges pour pouvoir avoir accès à des services de santé, avoir une bonne retraite, une retraite décente à un âge correct, et puis participer, comme tout un chacun, à une société où il y a de la solidarité et où il y a des hôpitaux, des écoles et compagnie, quoi. On n'est pas du tout pour que les plus forts gagnent et que les autres se démerdent.
Nathan, tu veux rajouter? Et alors, quelle est la différence sur les programmes entre j'invite les gens on invite à lire. Nous, on a un programme qui est basé, encore une fois, sur l'installation. Aujourd'hui, il y a 400 000 agriculteurs en France. Nous, on aimerait remonter à 1 million assez rapidement, avoir une volonté politique d'installer massivement des agriculteurs. Vous voulez pas des fermes à 10 000 vaches, quoi? Non, voilà, des fermes à taille humaine qui soient aussi reprenables, parce que le danger des grosses fermes, au-delà de ce qu'elles peuvent produire, c'est leur transmissibilité derrière. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'elles ont capitalisé et qu'elles valent un demi-million d'euros, qui va les reprendre? Donc ça pose des véritables problèmes, même dans les familles, parce que s'il y a un héritier, il doit payer à ses frères et sœurs. Donc en fait, non, restons sur l'idée du travailleur paysan, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille la terre, qui vit de son travail, et c'est son travail qui le rémunère et non pas les investissements qu'il a fait. Alors, la prochaine émission que l'on fera dans 15 jours sera une suite à celle qu'on a faite aujourd'hui. On parlera peut-être du photovoltaïque et de l'agrivoltaïque. Mais il y aura de quoi, parce qu'en plus, on sera juste quelques jours avant le projet de Freyssonnet, qui va faire couler beaucoup d'encre. Voilà. Allez, à bientôt. Bon courage. Merci bien.